13h30 à Ouagadougou, nous sommes en direct du quartier d'Agnoué à la une de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Alassane Balaza Condé, en audience hier chez le président du Faso, le point du processus électoral au Parlement a été fait au chef de l'État. Le ministre en charge de la réconciliation nationale au Burkina à pied d'œuvre pour la mission qui lui a été confiée. Il a été reçu hier par la FEME. Vous en saurez davantage dans ce journal. Bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu hier en audience le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Condé, au palais de Kossiam de Ouagadougou. Ce dernier est allé faire le point du processus électoral à l'Assemblée nationale, processus qui a connu sa réélection le 28 décembre dernier à la tête du Parlement de la 8e législature. Alassane Balaza Condé a également demandé conseil au chef de l'État qui a été autrefois président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Il a été élu président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Sous la bannière du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, le candidat Alassane Balaza Condé en lice pour le choix du Parlement a été aussi le choix du président du Faso. Ce 25 janvier, Alassane Balaza Condé rend compte du processus électoral au président du Faso. Depuis notre élection à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons estimé qu'il était de bon ton que nous puissions lui rendre cette visite de courtoisie, lui expliquer comment les élections se sont passées. À cette visite de courtoisie au chef de l'État, Alassane Balaza Condé et Roch-Marc Christian Kaboré ont parlé des questions d'intérêt national. Il a été aussi question pour l'hôte du jour de demander conseil et bénéficier de la riche expérience de celui qui a été président de l'Assemblée nationale pendant une décennie. Nous avons eu également à échanger sur certains sujets qui intéressent la nation. Même si certains relèvent de la compétence de l'exécutif, il faut noter qu'il y a certains sujets aussi où l'Assemblée sera probablement appelée à se prononcer là-dessus. Et enfin, vous savez si bien que moi que Son Excellence Monsieur le Président du Faso a été président de l'Assemblée nationale de deux mandats et vice-président. Et donc, il a eu une certaine expérience. Donc nous avons sollicité aussi ses conseils pour pouvoir mener à bien cette nouvelle mission en ce qui concerne mener à terme la 8e législature. Alassane Balaza Condé, à 51 ans, a été reconduit à la tête du Parlement burkinabé par ses pairs le 28 décembre 2020 avec 123 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Autre audience à Kossiam, c'est celle du vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat français, reçu hier en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Dans les propos rapportés par Olivier Kadik, des apports positifs de la force Barkhane sont à noter dans la lutte contre le terrorisme sur l'espace G5 Sahel. Nous vous proposons la substance de sa déclaration à sa sortie d'audience. Tout d'abord, le premier objectif en tant que vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, c'était de venir pour féliciter le président pour sa réélection. Et deuxièmement, c'était pour lui demander sa vision du débat qu'il y avait en France actuellement sur l'opération Barkhane, sur les développements que cette opération devait avoir. Nous allons avoir un débat au Sénat à Paris le 9 février sur le sujet et il me paraissait important que dans le cadre de ce débat que nous allons avoir, que le président Kaboré puisse partager son regard sur cette opération, les apports positifs dont il m'a parlé et dont je suis heureux de cette action sur le terrain du G5 Sahel. C'était vraiment important pour moi de savoir ce que le président Kaboré en pensait et donc pour pouvoir nourrir notre débat à Paris. Je vais rencontrer les représentants juste après qui représentent les Français qui sont établis ici au
Burkina Faso. Ce sont souvent des Français qui ont fait le choix de résider pour longtemps dans ce pays, qui aiment ce pays, qui aiment les habitants de ce pays et qui développent souvent des activités, des entreprises qui participent au développement du pays. Et donc c'est aussi pour ça que je viens, c'est pour les écouter, pour faire passer leur message aussi à Paris. Je suis leur représentant à Paris et donc il est important qu'ils puissent s'exprimer par ma voix, qu'ils puissent participer au débat. L'approche de la France, c'est pas simplement de régler ces problèmes pour notre pays, mais c'est aussi d'accompagner les pays partenaires. Ce dimanche 24 janvier était célébrée la Journée internationale de l'éducation. À cette occasion, l'ONG Children Believe a mené plusieurs activités lors de la célébration de la dite journée. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de son ministère de tutelle. Mamitriana Kamabou. Au Burkina Faso, sur 1 074 933 personnes déplacées internes, plus de 60% sont des enfants selon les données du Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure. Avec ces chiffres, les droits à l'éducation, à la protection et à la participation de tant d'enfants ne sont pas respectés selon l'ONG Children Believe. Cette année, cette organisation et ses partenaires ont commémoré la Journée internationale de l'éducation en lançant un appel à la communion de tous pour des actions urgentes et coordonnées. Une journée de réflexion, une journée où nous avons fait ensemble le point de comment notre système éducatif se porte dans ce contexte d'urgence et également dans ce contexte de crise sanitaire. Et ensemble, nous avons pris des résolutions avec les enfants pour accompagner le système éducatif et pour permettre que le droit à l'éducation soit une réalité au Burkina Faso. Le Canada, ici au Burkina Faso, a accordé 70 millions de dollars canadiens depuis 2019 pour accompagner le gouvernement pour assurer la qualité de l'éducation et surtout l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Donc c'est un énorme honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui pour la Journée internationale de l'éducation. Et en marge de la commémoration de cette Journée internationale de l'éducation, l'ONG Children Believe a organisé plusieurs activités. Il s'agit notamment d'une journée de formation et d'information au profit des hommes et femmes de médias, un atelier de restitution du rapport d'analyse situationnelle de l'offre de l'éducation et la formation professionnelle et sur le phénomène des enfants talibés à l'Est. Des actions saluées à sa juste valeur par le ministre de l'Éducation nationale qui a par ailleurs lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Et donc c'était le lieu de rappeler à travers cette journée les engagements, mais remobiliser l'ensemble des partenaires afin que nous puissions ensemble travailler à mobiliser davantage de ressources, qu'elles soient des ressources humaines, financières, pour que nous puissions rendre notre système éducatif résilient face aux différentes crises, afin de donner la chance à tout enfant de notre pays de pouvoir avoir accès à ce droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Un forum national des enfants a été également organisé. Cette activité a consisté à créer un cadre d'expression des enfants sur les thèmes de la journée qui est le droit à l'éducation en situation d'urgence. Un concours de slogans a été organisé pour des enfants de 12 à 15 ans et les lauréats ont été récompensés au cours de cette Journée internationale de l'éducation. Le ministre en charge de la réconciliation nationale en action, Zéphirin Diapré, a été reçu ce lundi par la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina. Le président de la FEME a pris l'engagement d'accompagner le ministre Diapré dans ses initiatives pour réussir sa mission de réconciliation du Burkina. Sanata Serré pour le compte-rendu. Nouvelle étape de la série de rencontres du ministre en charge de la réconciliation nationale avec les associations religieuses. Ce 25 janvier 2021, c'était au tour de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME de recevoir la délégation ministérielle. Zéphirin Diapré dit être venu demander l'accompagnement de la communauté évangélique pour la réussite de la mission qui lui a été confiée et la FEME de lui prodiguer quelques conseils. Nous avons demandé à monsieur le ministre d'État véritablement de prendre son courage à deux mains parce que c'est un gros défi qu'il a accepté de relever. Ce n'est vraiment pas du tout facile et à cause de cela, nous avons besoin de l'entourer. Nous avons besoin de lui donner des conseils, nous avons besoin d'être avec lui, d'être à ses côtés. Nous lui avons demandé
vraiment de faire une large consultation et de s'entourer de beaucoup de conseillers et de faire en sorte qu'ils puissent à chaque fois rechercher la vérité dans tout ce qui s'est fait et à partir donc d'un bon diagnostic, rechercher la vérité et avec la vérité remonter petit à petit jusqu'à comprendre tout ce qui s'est fait. Selon le président de la FEME, Henri Yé, la question de la réconciliation nationale est fondamentale et les églises et missions évangéliques ont un rôle bien crucial à jouer. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des dénominations, nous sommes donc une confession religieuse et notre premier rôle, c'est de prier pour la nation, prier pour les autorités gouvernementales, les autorités politiques, mais c'est de prier aussi pour toute la nation. Alors à cause de cela, la prière étant fondamentale puisque dans notre pays, nous reconnaissons qu'il faut l'intervention de Dieu. Alors il faut dire tout simplement que nous avons besoin que tous les Burkinabés puissent venir ensemble pour se comprendre, pour se tolérer, pour se pardonner, pour se réconcilier, pour que nous puissions vraiment parler de notre mieux vivre ensemble. La fédération a au cours de cette visite offert au ministre de la Réconciliation nationale une Bible. Zéphirin Diabré entend poursuivre sa rencontre avec d'autres communautés religieuses. Première session 2021 du comité de prévision sur la situation alimentaire au Burkina au ministère en charge de l'agriculture. Débuté hier, ces 2 jours de travaux qui prendront fin aujourd'hui permettront de faire l'état des lieux sur la situation alimentaire et nutritionnelle et formuler des recommandations. Plus de précisions avec Fatima Tanikiema. L'analyse nationale du cadre harmonisé sur la situation alimentaire et nutritionnelle 2019-2020 au Burkina Faso déterminait que 5,9% de la population burkinabé avait besoin d'assistance immédiate du fait de l'insécurité alimentaire. Le 25-26 janvier donc, le comité de prévision sur la situation alimentaire va examiner et mettre à jour l'état de la situation alimentaire et nutritionnelle avant de formuler des recommandations pour faire face au phénomène de l'insécurité alimentaire. L'issue des travaux devrait nous permettre de valider les différents agrégats de la sécurité alimentaire, les bilans céréaliers ex post et définitifs, les bilans alimentaires et le taux de couverture des besoins céréaliers par province, de déterminer les zones et les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire, de formuler des recommandations à l'endroit des décideurs en vue d'une meilleure gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée du pays. Ceux qui ont la tâche de conduire ces travaux sont des acteurs étatiques et non étatiques, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la société civile et du secteur privé. Les résultats de cette session sont très attendus par le gouvernement, selon les dits du ministre en charge de l'agriculture. Très attendus, les résultats de votre analyse sur la question seront présentés en Conseil des ministres pour adoption officielle et serviront à la prise de décision idoine en vue d'anticiper sur les difficultés alimentaires et nutritionnelles éventuelles que pourraient connaître les populations vulnérables. Ils permettront également aux institutions telles que le SILS et la CEDEAO de dresser l'état consolidé de la situation alimentaire et nutritionnelle de la sous-région. Cette première session du comité de prévision sur la situation alimentaire est d'une importance capitale selon le ministre en charge de l'agriculture. D'autant plus que les conclusions des travaux devront aussi permettre d'assister les personnes vulnérables, y compris les déplacés internes. De la littérature dans ce journal, Ibrahim Ouedraogo a procédé samedi dernier à la dédicace de son tout premier essai biographique intitulé Raphaël Koudouango. L'œuvre écrite en 130 pages retrace la vie d'un homme d'affaires qui s'est lancé dans la politique. Élu en 2015, l'homme dont le livre parle s'est démarqué par ses gestes en faveur des plus démunis. Mamitriana Kamabo. C'est une œuvre de 130 pages qui retrace le parcours d'un opérateur économique qui s'est lancé dans la politique. Ibrahim Ouedraogo, auteur de ce livre qui est à son tout premier essai biographique, présente cet ouvrage comme une leçon de vie. C'est aussi, selon l'auteur, une envie de mettre en lumière les actions de Raphaël Kouama.
C'est juste que j'ai vu que c'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs. Et il incarne beaucoup de valeurs et ces valeurs-là sont très très importantes dans la cohésion sociale, dans l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, c'est surtout son comportement qui est très très important, qui est une leçon de vie pour nous les jeunes et qui peut nous permettre d'aller plus de l'avant, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. C'est pourquoi j'ai jugé bon et j'ai jugé nécessaire d'écrire en révélant ces vertus-là sur l'homme, et en tout cas afin que ceux-là qui veulent le savoir puissent lire et imiter l'homme dans ses bonnes actions. Subdivisé en 3 grandes parties, cet ouvrage fait ressortir dans chaque partie une étape de la vie du député. Dans la première partie, l'auteur revient sur la généalogie du personnage. Dans le second paragraphe, il présente le parcours professionnel et termine par son combat politique. Et pour sa part, Raphaël dit se reconnaître dans ce livre. Oui, bon, je me reconnais parce que c'est comme ce qu'il venait de dire, c'est pas une invention, c'est une réalité. Alors, si c'est les œuvres, moi-même je reconnais que j'ai fait quand même des œuvres sociales. C'est un homme heureux qui a assisté à la dédicace du livre ce samedi 23 janvier. Le député a salué l'initiative de l'auteur et l'a appelé à continuer dans cette dynamique. Né en 1991 à Arbolé dans la province du Passoré, l'auteur de cet essai biographique est instituteur en service dans les ballets. Après la littérature, passons à présent à la musique avec le tout dernier single du reggaeman burkinabé ZS intitulé Résilience africaine, sorti il y a 2 semaines. Ce titre qui a la connotation d'un coup de gueule à l'égard du sort prédit aux Africains quant aux conséquences du Covid-19 est un clin d'œil aux organisations à la base des statistiques accablantes. Compte rendu Ami Valiant, Abdelrahim Tabsoba avec la voix de Fatima Tanikima. Grande crainte actuelle, comment le continent africain peut-il faire face L'artiste musicien Seydou Zongo alias ZS revient sur la scène musicale avec un nouveau single signé Résilience, un deuxième titre sur la maladie à coronavirus. Après avoir appelé les citoyens au respect des mesures barrières dans son précédent single, l'artiste musicien répond cette fois-ci aux Occidentaux qui dans les premiers instants de la maladie ont prédit l'apocalypse en Afrique. L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé. L'artiste musicien s'est dit indigné des propos à l'égard de l'Afrique. C'est le discours qui me choque en fait. C'est ce discours qui me choque, qui est infantilisant, qui est limite même irrespectueux, discourtois. C'est un discours qui manque d'élégance. Voilà, disons ce côté infantilisant, inélégant là, que j'essaie de dénoncer humblement avec humilité dans cette chanson. Il n'y a rien d'autre. On en a vu des vertes et des pas mûres. La toute-puissance et l'arrogance de l'Occident. On pille un gros coup dans les dents. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. À la question de savoir si cette nouvelle sortie ne renforcerait pas l'idée de ceux qui pensent que la maladie à coronavirus n'est qu'une invention, l'artiste n'y croit pas. Car selon lui, les Africains sont plus que responsables qu'on le pense. Ah non, la maladie est une réalité. Tous les jours, des femmes et des hommes meurent. Non, là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. La maladie est une réalité et s'il faut prendre des mesures, s'il faut prendre des mesures, il faut les prendre. C'est pas ça le souci. Si cette maladie-là était apparue ici en premier, aurait-on découvert aussi vite, en si peu de temps, un vaccin? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. J'aimerais qu'on m'aide à répondre à cette question. Parce qu'en attendant, je vois que juste en quelques mois, on a mis le paquet pour découvrir cette maladie-là. J'aurais bien voulu que ce soit pareil, que c'était une maladie tropicale qui nous endeuille et depuis des lustres. Mais l'artiste ne compte pas s'arrêter là quant au combat d'une Afrique libre et dénudée de tout préjugé. Et malgré tout, ZS dit rester optimiste et garde espoir quant à l'éradication de la maladie sur le continent africain. Donc moi j'ai espoir que contrairement à ce qu'on pense de l'autre côté, les Africains ne vont pas tous mourir et qu'on va s'en sortir. J'ai espoir qu'on va s'en sortir, qu'on va respecter les mesures barrières et que j'ose même, permettez-moi de rêver
d'être utopique, ce n'est pas exclu qu'un herboriste, comment on appelle ça là, un traditionnel comme on le dit, découvre quelque chose ici qui nous tire d'affaire. L'artiste musicien ZS est un produit de l'orchestre de l'université de Ouagadougou et il débute sa carrière dans les années 90. Il s'est toujours présenté comme un artiste engagé vu ses prises de position dans ses chansons. Revenons sur les spéculations des derniers jours pour terminer. Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB, et professeur des sciences de la vie et de la terre au lycée Philippe Zenda Kaboré, a démissionné de la fonction publique après 20 ans de carrière. Il était invité ce matin au tribunal de l'actualité de Truc TV. Ses raisons et motivations dans cet extrait. En 2013, quand j'ai été élu secrétaire général de la Confédération, j'ai davantage approché encore l'administration et ils m'ont compris, ils m'ont décerné une classe depuis 2013. De 2013 jusqu'à 2017, je vois subitement l'Assemblée nationale qui fait une étude sur l'éducation. Et le président Bala Sakandé, il se table sur le fait qu'il y a des enseignants qui sont dans des établissements qui parlent beaucoup, pourtant ils n'ont que 2 heures par semaine. Ça a commencé depuis 2017. De progression en progression, je constate en début septembre 2020, sur la page de M. Sankara, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, le fait qu'on dise que Bazé Bassolma n'a que 3 heures au Zenda, il faut régler cette question. Ce qui est très grave. Donc, moi, je suis resté serein. Et c'est quand je suis parti pour prendre mon emploi de temps, on me dit que l'emploi de temps a changé sur la base d'instructions, de fait de l'équité horaire. J'ai dit, moi, je suis d'accord. Si c'est sur la base des instructions, les instructions doivent être écrites. Vous me donnez les instructions, je prends l'emploi de temps. Si je ne suis pas d'accord, je m'adresse à qui de droit pour me justifier. On me dit non, c'est comme ça. Je dis donc si c'est comme ça, dès lors que vous prenez, si vous engagez un enfant pendant 3 mois, 4 mois, et puis vous le payez le même salaire, même si le contrat est verbal, c'est un contrat. Donc, je leur ai dit depuis 2013, je ne peux pas comprendre pourquoi subitement on vient changer l'emploi de temps. Vous me dites aussi les instructions données, vous ne pouvez pas me les remettre. Moi, je vais considérer la classe qu'on avait l'habitude de me remettre en attendant de recevoir les instructions. On m'envoie une lettre d'explication, c'est ce que j'ai répété. J'ai répondu à ça, on m'envoie une deuxième lettre d'explication. J'ai dit donc, si c'est comme ça, moi je propose ceci. Il faut désigner un autre enseignant pour me supplier en cas d'absence. Parce que les devoirs sont des devoirs en commun. Donc, pour faire le devoir en commun, on ne demande pas à l'enseignant à quel niveau vous êtes, forcément. Donc, les enfants, si je suis léger, ils peuvent se retrouver avec des 0, des 1, ils vont se faire renvoyer ou redoubler. C'est lié à un manque de conscience professionnelle à mon niveau. Là aussi, on me répond pour dire que ce n'est pas à moi d'indiquer comment l'administration doit fonctionner. Mais comment vous voulez que le partenaire social se comporte? Et subitement, on m'envoie l'inspection technique des services qui m'a rencontré, j'ai répété la même chose avec tous les documents, nationaux et internationaux. Ils sont partis, ils ne me sont plus revenus. Et puis, je vois brutalement, le 30 décembre, je ne sais pas si la note a été antidatée, le 30 décembre, une note du censeur adressée, proposition de saisine du conseil de discipline concernant mon cas pour non-exécution de l'horaire dû annuellement. Mais la note est datée du 30 décembre 2019. Et ce qui est très paradoxal, le même censeur qui a envoyé une note le 30 décembre 2019 me fait la notation annuelle le 8 mai 2020 où il dit que en conscience professionnelle, j'ai 4 sur 4 et le sens du service public, j'ai 4 sur 4. Il propose même aux autorités de m'adresser une lettre de félicitations et il ajoute avec amélioration des conditions de travail. Et c'est sur ces images que nous allons clore ce rendez-vous de l'information. Nous vous souhaitons un paisible après-midi sur Truc TV, la télévision interactive.